Bienvenue sur votre chaîne École du Futur. Aujourd'hui, nous allons voir le cours sur la tectonique des plaques. Le plan du cours s'articule autour de 4 points. Dans la première partie, nous allons voir les renseignements apportés par la répartition des volcans et des séismes à travers le monde. Dans la deuxième partie, nous allons voir la mobilité des plaques. Dans la troisième partie, nous allons voir le moteur de cette mobilité des plaques. Et enfin, dans la quatrième partie, nous allons voir les conséquences de la mobilité des plaques. Comme à la fin de chaque cours, je vais vous donner vers la fin de la vidéo un bonus qui va vous permettre de mieux comprendre les informations que vous avez eues à travers ce cours. Avant de démarrer, retenez que ce cours fait partie d'une playlist dans laquelle vous retrouvez toutes les leçons au programme. Alors, si vous voulez en disposer, je vous recommande de cliquer sur le petit i qui s'affiche en haut de votre écran. Dans cette première partie, nous allons voir les renseignements apportés par la répartition des volcans et des séismes à travers le monde. Pour aborder cette partie, nous allons d'abord utiliser une carte à travers laquelle on retrouve tous les volcans à travers le monde. Comme vous pouvez le voir à travers la légende ici, les triangles représentent les volcans. Donc, pour situer les volcans, il suffit juste de repérer les triangles et de voir que voici les volcans qu'on retrouve à l'échelle du globe. Et voici les endroits où on les retrouve le plus. Donc, ici, ça permet de voir qu'il y a des endroits où les volcans sont le plus fréquents. Et il y a des endroits où il n'y a peu ou pas de volcans. Par exemple, à ce niveau, ou à ce niveau-là, ou à ce niveau, ou à ce niveau. En ce qui concerne la répartition des séismes, retenez que ici, tous les points que vous allez voir représentent des séismes. Ici également, vous voyez que la répartition des séismes n'est pas homogène. En effet, il y a des endroits où les séismes sont le plus fréquents. Vous voyez que la densité des séismes à ce niveau-là, la densité des points est plus importante, ce qui montre que les séismes sont plus fréquents à ce niveau-là. À côté de ces zones où le séisme est le plus fréquent, il y a des zones où le séisme existe mais moins fréquent. Et à côté de ces zones-là, il y a des endroits où le séisme n'existe presque pas, comme les endroits actuellement où vous êtes en train de voir le curseur. C'est les endroits où il n'y a presque pas de séisme. Maintenant, nous allons passer à une troisième carte. La troisième carte représente la répartition à la fois des volcans et des séismes. En effet, à travers la légende, vous voyez que vous avez des triangles et vous avez également des points rouges. Donc, tous les triangles représentent des volcans et tous les points rouges représentent des séismes. Si je vous demande la question à savoir, situez-moi les volcans, situez-moi les séismes, vous allez facilement répondre en me disant que les endroits où on retrouve le plus de volcans, c'est en ces endroits où on retrouve le plus également de séismes. En termes simples, les séismes et les volcans sont localisés en des endroits similaires. C'est au niveau des mêmes endroits qu'on retrouve à la fois l'activité volcanique et l'activité sismique. Ce sont de ces informations que les géologues sont partis pour en réalité délimiter ce qu'on appelle en réalité pour délimiter des éléments qu'on va voir tout de suite. En effet, ils sont basés de ces délimitations qui sont naturelles et qui ne sont pas le fruit du hasard pour dire que toutes les zones où on rencontre le plus de séismes et de volcans vont être appelées des zones instables et actives. Pourquoi instables? Parce que c'est des zones où il y a beaucoup d'activités sismiques et beaucoup d'activités volcaniques. À côté de ces zones, il existe des endroits où le volcan n'est presque pas noté et où le séisme également n'existe presque pas. Ce sont de vastes endroits qu'on appelle des zones inactives ou stables. Ces endroits-là où on retrouve peu ou pas de volcans sont des zones stables parce qu'il n'y a presque pas d'activité sismique ou volcanique, mais également inactives. L'activité de ces phénomènes géologiques n'est presque pas notée en ces endroits-là. Les scientifiques géologues vont aller plus loin en disant que les vastes endroits où on ne retrouve pas de volcans et de séismes vont être appelés des plaques tectoniques. Et les plaques tectoniques sont délimitées par les frontières de plaques. En termes simples, les zones instables et actives représentent des frontières de plaques. Les zones où l'activité sismique et volcanique n'est presque pas notée et appelée des plaques tectoniques. À l'échelle du globe, notre lithosphère, qui est la couche superficielle du globe terrestre, n'est pas homogène. En effet, il existe des endroits où on rencontre le plus d'activités sismiques et volcaniques. On appelle ça des frontières de plaques.
Les frontières de plaques délimitent des plaques tectoniques. Il existe beaucoup de morceaux de la lithosphère et chacun de ces morceaux est appelé plaque tectonique. Voici les renseignements apportés par la répartition des volcans et des séismes à travers le globe. Qu'est-ce qu'une plaque tectonique? Eh bien, une plaque tectonique est un morceau de la lithosphère terrestre. Donc, là, c'est une plaque. Là également, c'est une plaque. Chaque plaque tectonique est délimitée par une frontière, par des frontières de plaques. Nous allons voir le nombre et les différents noms des différents types de plaques lithosphériques. Si vous observez cette carte-là, tous les traits rouges représentent des frontières de plaques. Toutes les vastes étendues qui sont à l'intérieur, qui sont délimitées ou bien qui sont enfermées par cette ligne rouge représente des plaques lithosphériques. En termes simples, ici les plaques lithosphériques sont les plaques lithosphériques visibles à travers cette photo sont la plaque eurasiatique, la plaque africaine, la plaque américaine, la plaque sud-américaine, la plaque australienne, la plaque nord-américaine, la plaque pacifique, la plaque antarctique. On note une douzaine de plaques à l'échelle du globe. Vous avez la plaque pacifique, la plaque eurasienne, la plaque africaine, l'Antarctique, l'Inde, Australie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, le Nazca, les Philippines, l'Arabie, le Coco et les Caraïbes. Maintenant, nous allons voir au grand 2 la mobilité des plaques. Retenez qu'à ce niveau-là, vous avez le schéma des différentes plaques lithosphériques. Par exemple, vous avez ici la plaque pacifique, vous avez ici la plaque africaine, vous avez la plaque eurasiatique ou bien la plaque eurasienne, etc., etc. Deux types de couleurs qui sont mentionnés ici et qui représentent les flèches. En effet, vous avez des flèches de couleur bleue, comme à ce niveau, et des flèches de couleur rouge. Toutes les flèches de couleur bleue indiquent un sens opposé. Cette flèche-là est dirigée de ce côté-là. Cette flèche-là est dirigée de ce côté-là. Cela signifie que les plaques eurasiatiques et les plaques nord-américaines bougent. Mais le type de mouvement de ces deux plaques est un mouvement de divergence ou bien un mouvement d'écartement. Les plaques qui sont là, c'est des plaques qui bougent en s'écartant. L'endroit où ils vont s'écarter est appelé une limite de plaque, mais une limite de plaque bien définie. C'est-à-dire à ce niveau-là, nous avons une dorsale océanique. C'est au niveau des dorsales océaniques que les plaques vont s'écarter. Le phénomène qui va avoir lieu ici va être appelé phénomène d'accrétion et c'est un phénomène qui va permettre un gain de lithosphère. Maintenant, à côté de ces flèches bleues, existent encore des flèches rouges. Mais cette fois-ci, regardez le sens des types de flèches rouges. Les flèches rouges indiquent un mouvement de rapprochement ou bien un mouvement de convergence. C'est le cas entre cette plaque que vous voyez ici, qui est la plaque sud-américaine, et la plaque que vous voyez à ce niveau-là, qui est la plaque du Nazca. Donc, ces deux plaques-là sont des plaques qui bougent en se rapprochant. Donc, ici, le mouvement qu'on va avoir lié ici est un mouvement de convergence de plaques. Le mouvement de convergence de plaques a lieu au niveau en réalité des fosses océaniques. On note différents types de frontières de plaques à l'échelle du globe. En effet, il y a des endroits où les plaques vont se rapprocher, il y a des endroits où les plaques vont s'écarter, et il y a des endroits où les plaques vont bouger, mais elles ne s'écartent pas et elles ne se rapprochent pas. On va appeler ça des zones de coulissage. Il existe des zones de coulissage, donc, des zones de convergence et des zones de divergence de plaques. Maintenant que vous savez que les différentes plaques lithosphériques qui sont à l'échelle du globe bougent, on va voir qu'est-ce qui est responsable de cette mobilité des plaques. Au grand 3, nous allons voir le moteur de la mobilité des plaques. Comme nous venons de le dire, les plaques lithosphériques se déplacent en permanence, même si le déplacement est très faible. C'est de l'ordre de quelques centimètres par an. Ces plaques, déjà, il faut comprendre que la lithosphère, elle est solide et elle repose sur l'asténosphère qui est fluide. Donc, les plaques lithosphériques qui sont sur un milieu fluide se déplacent. Ce déplacement de ces plaques est favorisé par de l'énergie en réalité. Cette énergie provient d'une chaleur. Le moteur de la mobilité des plaques vient de
de l'énergie qu'on obtient à travers la désintégration de certains éléments radioactifs. En effet, il faut comprendre que à l'intérieur du globe, il y a beaucoup de minéraux et que ces minéraux-là ne sont pas tous stables. Il y a des minéraux qui sont instables et qui doivent en permanence se désintégrer pour devenir un autre corps beaucoup plus stable. Cette désintégration permet l'obtention de la chaleur et cette chaleur-là, elle est distribuée de façon à ce qu'on ait en réalité des courants de convection. De façon à ce qu'on ait des courants de convection. Là, vous avez le sens de distribution de l'énergie obtenue à partir de la désintégration de la chaleur sous forme de courant de convection. Maintenant, ce courant de convection-là, une fois que ces courants-là sévissent au niveau de l'atmosphère, regardez bien par exemple cette flèche, elle va commander le mouvement de la plaque qui est en dessous de ce milieu-là, de cette atmosphère. En effet, le courant va de ce côté-là, ce qui va emporter avec lui la flèche à ce niveau-là. Ce courant-là également va de ce côté-là, ce qui va amener avec lui cette flèche-là. Donc, le déplacement des plaques n'est que le résultat des courants, des sens des courants de convection au niveau de l'atmosphère. En effet, si le courant se déplace de ce côté-là, la plaque qui est dessus va se déplacer en même temps. Le courant va amener avec lui la plaque, ce qui fait qu'à ce niveau-là, on va avoir en réalité une zone de divergence de plaques. Donc, c'est une accrétion qui va avoir lieu à ce niveau-là. Du fait que les courants de convection, ce courant-là est dirigé de ce côté-là, il va amener avec lui cette plaque. Le courant-là est dirigé de ce côté-là, il va amener avec lui cette plaque. Donc ici, on va avoir une zone d'écartement de plaques. Il y a différentes frontières de plaques. En effet, il y a des endroits où les plaques s'écartent. C'est pour savoir que si les plaques s'écartent ou se rapprochent, je n'observe que les flèches. Je vois que cette flèche-là est dirigée vers la droite, cette flèche-là est dirigée vers la gauche. Donc les deux flèches indiquent un mouvement d'écartement. Cela signifie que cette plaque qui est là s'écarte. Là, on appelle ça zone d'écartement de plaque. C'est une dorsale océanique qui est à ce niveau-là, une montagne sous-marine. Le phénomène géologique qui aura lieu ici est un phénomène d'accrétion. Maintenant, le déplacement là de ces plaques-là est commandé par les courants de convection qui ont lieu au niveau de l'atmosphère. À côté, il y a des zones de rapprochement de plaques. En effet, vous voyez que cette plaque-là, elle se rapproche de plus en plus avec cette plaque. En se rapprochant, il va arriver un moment où, puisque c'est une plaque océanique, elle va s'enfoncer en profondeur. Et en s'enfonçant en profondeur, ceci va traduire en réalité un phénomène appelé phénomène de subduction. Et la subduction est liée au niveau des fosses océaniques. La zone d'écartement de plaques et la zone de rapprochement de plaques n'ont pas les mêmes effets sur le relief. En effet, les zones d'écartement de plaques vont constituer des zones de gain de lithosphère. Si cette plaque se déplace, celle-là se déplace, cela va créer un fossé d'effondrement. Et le magma qui est là, ce magma-là va remonter à la surface, se refroidir. Ceci va permettre la fabrication ou bien la formation de lithosphère océanique. Ce sont des roches basaltiques qui vont être formées à ce niveau-là. Et ces roches basaltiques vont constituer une lithosphère océanique. Vous avez un gain de lithosphère, mais aussi et surtout vous avez la formation et l'élargissement d'un nouveau océan. À l'opposé, vous voyez qu'au niveau des zones de subduction, plus cette plaque-là s'enfonce sous celle-là, plus la subduction s'accentue, plus l'océan qui existait entre ces deux zones-là va se rétrécir. Et en se rétrécissant, il arrivera un moment où l'océan va disparaître complètement. Mais à côté de la disparition de cet océan, retenez que toute cette masse de lithosphère qui s'enfonce au niveau de la stratosphère va finir par, en réalité, se transformer en magma. Donc, c'est une perte de lithosphère qu'on a ici. Mais ne vous inquiétez pas. La perte de lithosphère va être comblée par un gain de lithosphère. En effet, toute la masse de lithosphère qui va fondre à ce niveau-là, une masse équivalente va se former à ce niveau-là. Quelle est l'utilité de ces deux phénomènes-là? C'est que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme comme l'avait dit Lavoisier. C'est la même loi qui sévit à ce niveau-là. En effet, toute la masse de lithosphère qui disparaîtra à ce niveau-là va être regagnée à ce niveau-là. De sorte que le volume du globe terrestre va rester toujours constant. Le mouvement de ces plaques-là est conditionné par les courants de convection qui sont également conditionnés par la chaleur thermique obtenue à partir, en réalité, des courants de convection. Voilà, pour avoir
une idée beaucoup plus nette concernant les courants de convection, il faut voir ce schéma qui représente les modes de transfert de flux thermique. L'expérience consiste à prendre une marmite, d'y mettre de l'eau et de mettre sur un gaz qu'il faut chauffer. Plus la température s'élève, plus les molécules d'eau vont bouger. Donc, les courants de convection, la façon dont les molécules d'eau vont bouger à l'intérieur, qui révèle le transfert de flux thermique, c'est la même chose qui va avoir lieu en ce qui concerne également les courants de convection qui vont recevoir de la chaleur. Voilà, chers élèves, nous sommes arrivés à la quatrième partie du cours qui concerne les conséquences de la mobilité des plaques. Et là, parmi les conséquences de la mobilité des plaques, la plus connue est la théorie de la dérive des continents. Cette théorie de la dérive des continents a été théorisée, cette dérive des continents a été théorisée par un scientifique allemand du nom de Alfred Wegener. En effet, selon Alfred Wegener, les continents se sont déplacés, les uns des autres jusqu'à avoir cette disposition actuelle du monde, où vous avez l'Afrique à ce niveau-là, l'Amérique ici, l'Australie, etc. Vous avez les différents continents qui sont éloignés les uns des autres. D'après la théorie d'Alfred Wegener, ce sont les continents qui se sont déplacés du fait de la mobilité des plaques. En effet, selon lui, il fut un temps, notamment au Permien, il y a environ 250 millions d'années, tous ces continents étaient réunis en un seul bloc appelé Pangée. Puis, il y a eu la cassure de cette Pangée en différents morceaux et chacun des morceaux s'est déplacé. Voilà pourquoi il a émis la théorie de la dérive des continents. Les scientifiques sont basés de cette théorie de la dérive des continents pour développer et peaufiner une idée beaucoup plus, selon eux, beaucoup plus juste. En effet, selon eux, Alfred Wegener s'est trompé en disant que ce sont les continents qui ont dérivé. Mais en réalité, d'après les scientifiques, ce ne sont pas les continents qui ont dérivé, mais c'est plutôt les plaques qui ont dérivé et en dérivant, ont emporté avec elles les continents qui reposent sur les plaques. En effet, si un continent repose sur une plaque, quand la plaque va se déplacer, le continent ne se déplace pas, mais le continent va être emporté par la plaque. Vous voyez, c'est comme si vous étiez dans une voiture, vous êtes assis confortablement sur une chaise, la voiture se déplace. Vous, ce n'est pas vous qui vous déplacez, mais le déplacement de la voiture engendre votre déplacement. La science s'est développée et les scientifiques aimaient la théorie de la tectonique des plaques. Donc, il faut comprendre que la tectonique des plaques est une théorie. Cette tectonique des plaques vient de la théorie de la dérive des continents. Voilà, pour émettre sa théorie de la dérive des continents, Alfred Wegener s'est basé sur un certain nombre d'arguments, parmi lesquels un argument morphologique, géographique, on va dire. En effet, il a observé les côtes de certains continents, par exemple les côtes de l'Afrique à ce niveau-là et les côtes de l'Amérique du Sud. Vous voyez, il a observé des similitudes par rapport à ces côtes-là, par rapport à la limite de ces côtes. En effet, il a pensé que il était possible en réalité de rapprocher ces côtes-là et de recoller tel un puzzle. C'est ce qui se passe à ce niveau-là. C'est ce qui se passe également en certains endroits du globe. De ce fait, il a dit qu'effectivement, que la Pangée existait et que ces continents-là, à l'époque de la Pangée, formaient qu'un seul. Donc là, c'est un argument morphologique. L'argument le plus remarquable sur lequel s'est basé Alfred Wegener, c'est un argument paléontologique. En effet, il s'est basé de certains fossiles qu'on pouvait rencontrer en réalité de part et d'autre de l'Atlantique. En effet, selon Alfred Wegener, la présence de fossiles dans des roches qu'on retrouve en Afrique et la présence de ces mêmes fossiles qu'on retrouve en Amérique montre qu'en réalité, les roches sur lesquelles on retrouve ces deux fossiles, les roches qu'on retrouve ces mêmes fossiles étaient une seule roche. Et que cette roche-là, c'était une seule roche qui s'est cassée lorsque l'Amérique et l'Afrique se sont détachées. Donc, quand l'Amérique s'est déplacée de son côté, il a emporté avec lui un morceau de cette roche qui contient le fossile, une partie du fossile ou bien le fossile entier. Quand l'Afrique s'est déplacée, il a emporté l'autre morceau de roche qui contient le même fossile qu'on rencontre en Amérique du Sud. Donc, il s'est dit que puisque ces fossiles-là ne sont pas capables de manger, pour par exemple quitter l'Amérique du Sud et se retrouver en Afrique, ou quitter l'Afrique et se retrouver en Amérique, il s'est dit qu'en réalité, l'Amérique et l'Afrique étaient dans le temps un seul morceau, un seul bloc.
Donc, ça, c'est un argument paléontologique. Il existe encore d'autres arguments qui concernent en réalité des roches précambriennes qu'on retrouvait également, des parties qu'on retrouvait de part et d'autre des continents. Et là, ça va être appelé, ça, on va appeler ça un argument géologique, même si cet argument n'est pas dans cette photo-là. Donc, voici les arguments sur lesquels s'est basé Alfred Wegener pour émettre sa théorie de la dérive des continents, plus tard dénommée la théorie de la tectonique des plaques. C'est bon? Et parmi les conséquences de la mobilité des plaques également figure la formation des chaînes de montagne. En effet, lorsque les plaques se rapprochent, il va y arriver un endroit où les plaques vont en réalité se rapprocher jusqu'à entrer en collision. On appelle ça la collision des plaques. Et la collision de deux plaques continentales favorise la formation de chaînes de montagne. À travers ces chaînes de montagne-là, comme vous pouvez le voir ici, on peut avoir des plis, mais on peut encore avoir des failles. Regardez la faille qui est là. Les failles, les plis, l'éloignement des continents, le rapprochement de certains, la formation des chaînes de montagne, la formation de nouveaux océans, la fermeture de nouveaux océans, tout ça est en réalité, ce sont des conséquences de la mobilité des plaques. Là, vous avez le schéma de la formation de la chaîne de montagne de l'Himalaya. La chaîne de montagne de l'Himalaya est le résultat du déplacement de l'Inde vers l'Eurasie. En effet, l'Inde était déplacée à ce niveau-là. À un certain temps géologique, à une époque géologique, l'Inde était carrément éloignée. Qu'est-ce qui s'est passé? La plaque indienne a dérivé. Au fur et à mesure que le temps passe, la plaque indienne se rapproche de la plaque eurasiatique. Plus le temps passe, plus la plaque indienne se rapproche, et la plaque indienne s'est rapprochée à un moment jusqu'à venir heurter la plaque eurasiatique. Donc cette collision a provoqué la formation de la plus haute chaîne de montagne qui est la chaîne de l'Himalaya. Comme promis en début de cours, nous sommes arrivés au moment du bonus. Mais avant de vous donner le bonus, je vous rappelle que nous organisons des cours de renforcement en ligne. Ce sont des cours pendant lesquels on corrige des exercices qui causent le plus de problèmes aux élèves, notamment dans les devoirs, pendant les compositions ou même pendant l'examen. Donc, si vous voulez bénéficier de ces cours, il suffit juste de nous écrire ou bien de nous contacter à travers notre numéro WhatsApp. Le bonus du cours porte sur cet exercice. On vous dit, le document A, B, C représente différentes étapes du déplacement des plaques lithosphériques. Petit 1, replace les schémas A, B, C dans l'ordre chronologique. Petit 2, justifie ton choix. Voici le schéma A, voici le schéma B et enfin voici le schéma C. Si c'est A, C, B qui est la bonne combinaison, dites-le et justifiez. Si c'est CBA, dites-le. Si c'est ABC, dites-le. Alors répondez à cet exercice-là. Je rappelle que cet exercice a été proposé lors d'un BFM. Donc, j'attends vos réponses dans les commentaires. C'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Merci et à très bientôt.